Depuis que j'ai mis un sur de camion, il y a tout le monde qui baisse les têtes. Déstockage Games. Salut la team DG, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous revoir sur ce format. On a passé pas mal de temps sur le dernier Airsoft tuto qui faisait écho à l'épisode sur les AEP. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On lira vos retours. Bref, revenons à l'épisode du jour et ça va être du costaud car on va voir comment augmenter la puissance de nos répliques. Et je peux vous dire qu'au travers de cet épisode, vous allez être surpris du boost qu'on peut apporter à nos répliques sans même passer par la case puissance, car oui, c'est possible. Mais d'abord, il faut déjà définir ce qu'est la puissance. Parler de puissance en Airsoft est un abus de langage. En réalité, il s'agit de l'énergie cinétique calculée en sortie de canon et qui s'exprime en joules, à ne pas confondre avec les FPS qui eux désignent la vitesse des billes. Tout ceci se calcule grâce à des formules mathématiques et on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas surchauffer dès le début de l'épisode. Je vous laisse aller consulter la page dédiée. Le plus simple pour ceux qui n'ont pas fait SPMAT reste d'utiliser un chrony afin de connaître la puissance de votre réplique. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une limite de puissance ? En France, au niveau de la législation, on est limité à 2 joules pour les majeurs et 0,08 joules pour les mineurs. Donc faites bien attention à rester dans le cadre légal. Au-delà du décret encadrant la pratique de l'airsoft, il faut également prendre en compte les associations et autres terrains. Ils peuvent également limiter les puissances pour mieux segmenter les catégories de répliques et donner l'avantage à certains, comme par exemple les snipes, qui vont avoir une cadence de feu moindre comparée aux autres répliques. On les laisse donc flirter avec les 2 joules. Cependant, on va leur imposer une distance d'engagement. À titre indicatif, par exemple, l'EPA on va être aux environs d'1 joule. Pour les répliques d'assaut et soutien entre 1 joule 1 et 1 joule 3. Pour les DMR, on va être bloqué en semi à 1 joule 5 et les snipes environ 2 joules. Ça reste à titre indicatif. Selon l'organisateur ou même le terrain, comme par exemple en CQB, ça peut changer. Mais d'ailleurs, pourquoi on veut augmenter la puissance de nos répliques ? On a parfois tendance à faire le parallèle avec les jeux vidéo, où lorsqu'on accessoirise son équipement, on va obtenir plus 10 en puissance avec un silencieux monolithique et plus 10 en portée grâce à un viseur, afin d'améliorer les performances de notre matériel. Malheureusement, ça ne s'applique pas à l'airsoft, sinon nos répliques ressembleraient tous à des porte-avions. Dans le cas présent, on va donc plus parler de performance que de puissance, et on peut segmenter ça en 3 axes. Portée, précision et réactivité. Le but premier reste de toucher rapidement son adversaire, qu'importe la distance, et on espère du premier coup. Mais comment améliorer son matériel ? Pour cela, on va aller voir le mécaniste afin qu'il nous explique tout ça. David, il est pas là. Ah, il est où ? Il est dans la cellule d'à côté. Ok, d'accord, bon bah let's go. David, t'es là ? Ouais, rentre. Qu'est-ce que tu étais en train de faire ? J'étais en train de régler le petit minigun là, celui-là qu'on avait prêté à JDG pour son tournage. Bah écoute, moi je viens te voir parce que j'aimerais améliorer les performances de ma réplique. Ok, et bah écoute, on va regarder ça. Tada ! Oh, une jolie petite M4 CQBR. Bah écoute, il va y avoir plusieurs façons d'améliorer les performances de ta réplique. Et du coup, David, quelle est la première étape ? Alors la première étape, peu importe les types de répliques qu'on choisit, que ce soit les PA, les AEG ou les snipers, c'est de bien choisir son consommable. Pour les PA, au niveau des billes, on va être aux alentours de la 0,20 jusqu'à la 0,25. Pour les AEG, on va commencer à la 0,23 jusqu'à la 0,30 environ. Et les snipers, de la 0,30 jusqu'à la 0,50 pour les plus grosses répliques. Encore une fois, c'est à titre indicatif et c'est en fonction de sa configuration. Dans le cas présent, qu'est-ce qui va être conseillé pour nous, David ? Alors moi, je vois que ta réplique est indiquée aux alentours des 1,2 joules max, donc je t'ai apporté un petit échantillon de billes en 0,25 qu'on va pouvoir tester, mais pour étayer mes propos, je t'ai aussi amené de la 0,12. Tu vas pouvoir voir que la différence est assez significative. Et pour ça, je t'invite à venir avec moi, porter une paire de lunettes et venir tirer sur la cible. Donc du coup, on a mis de la 0,12 dans la réplique et puis on va tester ça. Je vous jure que je vise le centre de la cible, c'est impossible, elle part complètement l'air, elle se satellise la bille. Ta bille, elle monte. On a changé de grammage, on est passé à la 0,25, let's go. Pour le coup, on voit vraiment une différence significative entre la 0,12 et la 0,25. Là, j'arrive à toucher la cible, comparavant où vraiment ça satellisait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour les débutants? Alors oui, mais ça ne concerne pas spécialement ta réplique AEG, ça va concerner nos GBB. Le choix du gaz est lui aussi très important selon la période à laquelle on va pouvoir utiliser nos répliques. Ok, bah voyons ça ensemble. Donc comme je t'expliquais avant, le choix du gaz est aussi très important au niveau des GBB. J'ai ici un gaz faible et là un gaz fort. Moi je te propose de tester les deux et de voir au chronie ce que ça donne.
Voilà, et là tu vois qu'on peut constater une très grosse différence entre le gaz fort et le gaz faible. Comme quoi il est important de bien choisir son consommable, et d'ailleurs pour ceux qui auraient un peu peur du choix, ne vous inquiétez pas, sur les fiches produits il y a directement ce qu'on conseille en achat avec votre réplique. Là on va pouvoir passer à l'étape du nettoyage de canon. Parfois quand les répliques elles arrivent, elles ont un peu de gras, elles ont souffert du transport, un nettoyage canon est absolument nécessaire avant la première mise en service de la réplique. Et ben on est parti. Parfois dans les boîtes on a cet outil c'est une tige de nettoyage débourrage. On va pouvoir s'en servir pour nettoyer le canon. Parfois c'est fourni, parfois ce n'est pas fourni. Si c'est pas fourni, moi ce que je conseille c'est le kit de nettoyage qu'on a sur notre site. Alors c'est un kit que j'affectionne particulièrement, il est transportable, vous pouvez l'amener sur les terrains, vous pouvez l'amener partout, et parfois, croyez-moi, quand votre collègue il a bourré son canon, ça dépanne super bien. Donc le kit se compose de tiges en métal avec différentes brosses. Donc là nous ce qui nous intéresse ça va être la brosse souple afin de pouvoir nettoyer le canon. Avant de nettoyer le canon, on s'assure toujours que le hop-up soit zéro. Pour ce faire, on insère la tige dans le canon, on vérifie bien au niveau de la chambre hop-up, on n'aille pas vraiment jusqu'au bout. Là je vois la tige qui dépasse, on va faire des allers-retours en tournant. Et là, ouais, il y en avait vraiment besoin. On va ranger notre petite tige et nous en avons terminé avec le nettoyage du canon. Mais c'est pas tout. Donc la dernière étape pour les débutants, ça va être un réglage hop-up. Trop de hop-up, on va avoir une bille qui reste coincée dans le canon, ce qu'on appelle plus particulièrement un bourrage. Pas assez de hop-up, la bille peut tomber du canon sans être retenue par le joint et ne pas atteindre sa cible. Donc pour ce faire, on va vous montrer comment régler le hop-up. D'abord, les lunettes. On insère le chargeur dans la réplique. On a ici ce qu'on appelle le charging handle. Il suffit sur cette réplique de le tirer en arrière afin d'accéder à la chambre hop-up. Ici, le hop-up est à 0. Ouais, on voit que ça touche vraiment le bas de la cible. Plus on va pousser, plus on va donner de l'effet hop-up à notre bille. Ok, là on voit que la bille monte de trop, c'est-à-dire qu'on a trop serré le hop-up. On va venir desserrer un tout petit peu ce dernier. Et là on voit que la bille file tout droit. Merci déjà David pour tous ces conseils pour les débutants. Et puis je pense que maintenant on va passer à la tâche un peu plus ardue. On va passer à une tâche qui concerne les plus chevronnés d'entre nous, les bricoleurs. On va voir comment optimiser les performances, fiabiliser sa réplique sans passer par la case upgrade. Et pour ça, je t'invite à me suivre dans l'atelier. Voilà, on se retrouve pour la phase 2 de ce tuto. Cette phase 2 va se découper en 2 étapes. On va d'abord faire un nettoyage de la réplique et ensuite une fiabilisation. Allez, on va voir ça. Petit disclaimer avant, bien sûr si vous démontez la réplique, vous allez perdre votre garantie. Donc si vous rencontrez un problème avec cette dernière, contactez d'abord le service utilisateur. Donc afin de nettoyer la réplique, on va déjà accéder à la terne et pour ce faire, on va la démonter entièrement. Donc voilà, on vient de démonter la gearbox et ici on peut voir que le fabricant met pas assez de graisse. Parfois ils en mettent trop, ici pas assez. Donc là on va tout reprendre, on va faire un nettoyage complet puis un regraissage une fois qu'on aura fiabilisé la gearbox. Voilà, tout équipé et prêt à dégraisser. Et du coup David, quels sont les outils que tu as besoin pour cette étape? Eh bien comme on l'a fait lors de l'upgrade de l'AEP, des gants de protection parce que c'est des produits qui sont assez corrosifs, pas s'esquinter les mains. On va s'équiper aussi de lunettes avec un contour qui est complètement fermé puisque une goutte dans les yeux ça peut provoquer des lésions oculaires irréversibles et ça on n'en a pas envie. Donc pour ce faire aussi on va prendre une brosse à dents, la brosse à dents de la belle-mère ça fait l'affaire, et on va venir nettoyer notre gearbox. Donc pour ce faire on s'équipe du produit, on secoue un petit peu. Pas avoir peur d'en mettre parce que la graisse est super épaisse. Nickel. Donc on passe à l'autre côté de la gearbox et là on refait exactement pareil. On va devoir aussi s'attaquer aux engrenages ainsi qu'aux cut-off levers parce qu'eux aussi sont remplis de graisse. Et on va aussi s'attarder un tout petit peu sur le contacteur puisqu'il me paraît bien sale. Ils sont bien gras, bien sales. La belle-mère elle va être contente avec sa brosse à dents. Ça faut juste pas lui dire. Et on répète cette étape sur tous les autres. Trop de graisse, ça peut amener à des dysfonctionnements sur la réplique. Alors trop de graisse, oui. Après, comme tu sais, normalement on est censé graisser les engrenages, mais trop de graisse sur les engrenages peut entraîner avec la rotation de la graisse partout dans la gearbox. C'est-à-dire, ça peut se retrouver sur le contacteur. Tu l'as vu lors de notre vidéo sur les AEP. La graisse sur le contacteur, ça brûle et ça fait des faux contacts. C'est pour ça qu'ici on va aussi regarder le contacteur qui me paraît un petit peu noir, un petit peu sale, tu vois. Plus, ce qui est bien, c'est qu'on va, en nettoyant la surface, augmenter un petit peu sa conductivité. Là, on va poser ça et on va pouvoir se déséquiper puisque le dégraissage de la gearbox et des engrenages est fini. Maintenant qu'on a dégraissé, on va se retrouver pour la partie fiabilisation et on va donc s'occuper dans un premier temps de la partie pneumatique. Donc la partie pneumatique c'est simple, elle se compose du piston, du cylindre, de la tête du cylindre, du nozzle et du tappet plate et on va effectuer donc le test de la seringue. Pour ce faire, on va venir placer le nozzle et la tappet plate sur le côté de la tête de piston et là de toute façon ça sert à rien d'aller plus loin puisqu'on voit que à peine on appuie dessus, la tête de cylindre elle rentre dedans, donc là étanchéité 0. Tout simplement
on va venir retirer tous les éléments, passer un petit coup de chiffon dedans, histoire de nettoyer, d'enlever l'ancienne graisse. Idem ici, on nettoie bien, on vérifie que le joint soit pas craqué. Ici, m'a l'air en bon état. Donc là, on va s'équiper du fameux téflon qu'on va mettre autour de la tête du cylindre sur le joint torique. Le téflon, il est utilisé aussi bien dans l'hydraulique et les joints de robinet, mais aussi dans la pneumatique. Il est connu pour ses propriétés isolantes et ses propriétés étanches. Ça suffira amplement. On vient pincer le petit bout ici, hop, commencer à l'installer et venir le plier en deux et faire le tour de la tête du cylindre. Un tour devrait suffire. On le place sur le joint torique, on le craque, on vérifie ici qu'il soit bien posé. On vient placer, et là on voit déjà que il rentre en force. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On réinstalle notre nozzle, notre tapette plate et on vient insérer le piston à l'intérieur et on vérifie. Et on voit déjà qu'on a gagné en étanchéité. Donc maintenant qu'on a vérifié que notre étanchéité était optimale, on va pouvoir s'attaquer au graissage des joints. Donc on va mettre un petit coup d'huile de silicone dans les trous afin de hydrater le joint torique. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un tout petit peu dans le fond là-bas, puisqu'on dispose d'un joint aussi sur la tête de cylindre. Donc je répète encore une fois, le but c'est d'en mettre très peu, il ne faut pas noyer non plus le joint. Donc non seulement l'huile de silicone elle va venir nourrir les joints ici présents, mais elle va surtout permettre une étanchéité encore plus forte. Donc on vient de finir avec la fiabilisation de la pneumatique, on va maintenant s'attaquer aux engrenages et au calage de ceux-ci. On va prendre l'engrenage et on va venir le positionner dans le bushing et on va venir fermer la gearbox. Là on entend, un calage a besoin d'être fait puisqu'il y a un énorme jeu latéral. Donc pour ce faire, on va s'équiper d'un shim, hop, un petit coup de graisse sur le bushing, c'est important pour maintenir le shim. On va le poser, on va venir poser son engrenage et venir revérifier le calage. Bon là il y en a un petit peu moins et on voit qu'on peut toujours faire mieux. Donc ce coup-ci on va venir en poser un tout fin sur le dessus. Hop, on referme et on vient checker. On a vraiment un micro jeu et c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc suivant cette opération, on va faire pareil pour tous les autres engrenages afin de trouver le bon calage pour éviter que les engrenages se chevauchent et ainsi éviter une usure prématurée de ces derniers. Cette opération demande des connaissances avancées et surtout beaucoup de patience. Si vous voulez plus de détails sur cette étape, je vous redirige vers le tuto qu'on a fait sur les AEP où David réalise déjà cette partie. Et c'est pour ça qu'en usine en général, les répliques sont assemblées à la chaîne comme ça. Les mecs ils n'ont pas spécialement le temps de faire un calage correct, ils font un calage fait au minimum syndical et guère plus. Et c'est souvent bien dommage qu'ils ne puissent pas prendre le temps de faire un calage plus propre. On a enlevé la graisse qui était présente, maintenant on va en remettre de la neuve, de la propre, tout simplement pour éviter que les pièces en friction s'usent trop rapidement et pour surtout faire rôle de lubrifiant dans certaines parties comme l'oreille du piston et le rail du tapette plate. Ça va nous permettre une fluidité de mouvement un peu plus importante, donc moins de risque d'usure aussi. Hop, l'oreille du piston. Donc du coup, on va laisser le mécaniste faire le remontage de la gearbox et nous on se retrouve juste après cette étape. Donc voilà, maintenant qu'on a remis la gearbox dans le corps, on a encore une étape à faire. Vu qu'on a touché aux engrenages, il va falloir qu'on recale le moteur. Donc pour recaler le moteur, on va à l'arrière de la poignée. Ici, on a une petite vis. Alors en général, c'est une vis hexagonale. Parfois, c'est une vis plate. On s'équipe de l'outil adéquat. Ici, dans notre cas, une vis 6 pans. On l'insère et on va tourner dans un sens ou dans l'autre pour serrer ou dévisser. Donc on va régler, on va se mettre en semi, poser la batterie. Elle n'a pas pris feu, c'est déjà bon signe. Et on va venir faire ces tirs de réglage. Certains la règlent en full auto, certains la règlent en semi. On va faire en semi, c'est pratique. On va serrer un peu. T'entends ça? Ça c'est pas bon. Là vraiment on en demande vraiment trop au moteur. C'est vraiment au son, il faut que le son soit harmonieux. On va desserrer, voir. On voit qu'on tourne dans le vide, donc on est vraiment au serrage minimum et c'est pas ce qu'on veut non plus. Quand même qu'il y ait une petite tension sur le moteur. Alors je sais pas si au micro on va l'entendre, mais ici je te promets que c'est assez perceptible la différence entre là et là. En tout cas moi à l'oreille je l'entends. Je pense que là on devrait être pas mal. On voit que le cycle se fait bien. Un petit coup de full quand même pour essayer. Bon écoute, je finis de remonter la réplique et on va aller comparer une réplique d'origine par rapport à celle qu'on vient de faire. Donc voilà, on va se retrouver pour un petit test. J'ai en ma main la réplique qu'on a fiabilisée et préparée tout à l'heure. Tu as une réplique que j'ai sortie des stocks. Celle-ci, elle est toute neuve, on n'a rien touché, elle est toute d'origine. Pour comparer, on va faire un petit test chronie. On va tester la puissance, la régularité des tirs ainsi que la cadence. Et tu vois, les différences sont assez significatives. Donc là, nous voilà avec la réplique qui est full origine. On va la passer au chronie afin de voir la régularité entre les tirs, la puissance, mais surtout la cadence. Allez, on commence en semi pour voir la puissance. On voit que ça varie entre 290 et 301 fps. La cadence. Donc ici, on voit qu'on est aux environs des 11,5 billes par seconde,
qui ma foi est tout à fait honorable pour une réplique d'origine. On se retrouve avec la réplique que l'on a précédemment révisée, toujours en bille de 0,25, hop-up à 0. On passe au test chronique. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment constant, on n'a que 2 FPS d'écart et je trouve ça vraiment pas mal. On va voir au niveau de la cadence. 16 billes-secondes, c'est vraiment pas mal pour une petite réplique comme ça. Donc maintenant on va passer au test de tir. Là j'ai la réplique d'origine, c'est parti. Écoutez, à 20 mètres, aucun souci pour toucher la cible. Après on sent que ça tire un peu sur la gearbox. On va maintenant faire le test de tir avec la réplique qu'on a révisée. On sent vraiment une différence pour le coup. Là déjà, je le sens au niveau du moteur, ça tire moins. Également que le son, il est plus harmonieux. Comme je t'expliquais tout à l'heure, hein, optimiser sa réplique, la fiabiliser, c'est vraiment lui donner une seconde vie et une longévité accrue. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur comment augmenter les performances de votre réplique, on va passer par la case upgrade et pour ça, je t'invite à aller dans ton studio. Ben, on est parti. Donc il va m'être difficile pour moi de te parler de toutes les upgrades possibles selon les modes de propulsion qui existent dans l'airsoft et surtout selon la configuration que tu souhaites obtenir de ta réplique. C'est pour ça qu'en exemple concret, je t'ai ramené la Major II qu'on a créée au sein de chez DG. C'est vrai qu'on est très content du résultat et puis moi j'ai bien aimé aussi participer à la réalisation des vidéos. Partant d'une M4 simple, nous avons souhaité en faire un DMR avec des performances inoubliables pour les joueurs la possédant. Nous avons décidé donc de changer le canon d'origine par un canon qui est plus long, un 602 de chez Maple Leaf en 455 mm. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rajouté un silencieux. C'est ça. Nous avons donc aussi changé le joint hop-up par un 50 degrés Maple Leaf. Partant de ce postulat-là, comme le canon était plus long, le cylindre n'était plus adapté au volume d'air de ce dernier. Donc nous avons changé le cylindre troué par un cylindre plein de chez FPS Softair. Et par souci de compatibilité, nous avons aussi changé toute la partie pneumatique par des pièces FPS Softair, c'est-à-dire le nozzle, la tête de cylindre et la tête de piston. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on change des pièces sur sa réplique. Il faut parfois également changer d'autres pièces pour que ça reste compatible dans l'ensemble et que ça fonctionne correctement. Donc du coup après, pour parfaire le tout, nous avons décidé d'y ajouter un petit titan afin de gagner un petit peu en réactivité et surtout de protéger la réplique au niveau des problèmes électroniques qu'elle pourrait rencontrer. Bah merci David pour tous ces renseignements. Effectivement, c'est compliqué de parler de chaque type d'upgrade possible. Donc il y aura des vidéos Airsoft tuto dédiées pour chaque mode de propulsion. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion. En résumé, augmenter la puissance de notre réplique n'est pas forcément ce qu'on souhaite. On va plus parler d'amélioration des performances. Il n'y a pas toujours besoin de passer par la case upgrade. Rien qu'en entretenant et en fiabilisant sa réplique, on lui donne une seconde vie. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, comme dit précédemment, on traitera plus en détail de chaque type de réplique dans des vidéos dédiées. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à upgrader le pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche des notifications afin d'être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Déstockage Games. Mais c'est trop bizarre, j'ai beau faire baisser les têtes, je touche jamais personne avec mon Don Wesson. C'est pas un problème de réplique, hein. Mais... Out. T'es mauvais, Jack.